Aujourd'hui, nous examinons une affaire datant de la seconde moitié du 19e siècle. Installez-vous confortablement, nous partons aux États-Unis. Elizabeth Nugent est née dans une famille éminente et bien établie de Philadelphie, dont le nom était reconnu dans les cercles sociaux les plus élevés de la ville et dont l'influence s'étendait à divers domaines de la société. Son père, George Nugent, était un marchand prospère et Elizabeth, l'une des 6 enfants de son second mariage. Il avait aussi 2 enfants de son premier mariage. Comme beaucoup de jeunes filles de son milieu dans l'Amérique des années 1830, la jeunesse d'Elizabeth fut marquée par des attentes sociales strictes et le privilège discret d'un foyer raffiné, où l'avenir dépendait de la bienséance du mariage et de la réputation familiale. Dès son plus jeune âge, elle fut formée aux compétences jugées essentielles pour les dames de sa condition, tout cela en vue de son futur rôle d'épouse et d'hôtesse. Elle épousa le major Henry Wharton, un officier respectable de l'armée des États-Unis, et tout semblait indiquer que leur vie commune était heureuse, prospère et sûre, marquée par leur position sociale, le confort domestique et la dignité discrète qui accompagnait un foyer bien ordonné et une place dans les hautes sphères de la société. Ils s'installèrent à Baltimore et, au cours des 2 années suivantes, Elizabeth donna naissance à 2 enfants, une fille et un garçon. Cependant, la tragédie frappa la famille en 1867 lorsque le major Wharton mourut subitement, laissant Elizabeth veuve. 3 ans plus tard, en 1870, la mort de son fils unique, Harry Wharton, officier dans l'armée, aggrava la perte. Le père et le fils étant bien assurés, Elizabeth reçut de grandes indemnités après leur décès. Elle était maintenant une jeune veuve et, malgré les tragédies, elle réussit tout de même à entretenir une grande maison sur Hamilton Place, où elle vivait avec sa fille Nellie et 2 domestiques. De l'extérieur, sa vie paraissait assurée et, grâce à son hospitalité et ses manières gracieuses, elle resta respectée dans la société. Derrière cette image soignée se cachaient les pertes douloureuses de son mari et de son fils qui lui causaient un chagrin immense et avaient discrètement suscité un malaise dans les cercles sociaux de Baltimore sans qu'aucun soupçon officiel ne soit formulé. Des conversations privées jetaient parfois une ombre sur le malheur de sa famille. Certains se demandaient si ces décès étaient un cruel coup du sort ou quelque chose de plus sinistre. Pendant cette période, sa fille Nellie est tombée gravement malade et, bien qu'au début il semblait qu'elle ne s'en remettrait pas, elle a survécu. Pourtant, certains observateurs ont noté que les soins d'Elizabeth envers sa fille semblaient étrangement inefficaces. La mort ne semblait jamais loin de la porte d'Elizabeth. Le chagrin revint quand Edward Wharton, son beau-frère et sa fille moururent sous son toit. Encore une fois, Elizabeth semblait entourée d'une fortune cruelle. Bien que ses amis lui aient offert soutien et condoléances, certains se demandèrent « était-ce de la malchance ou quelque chose de plus sombre ?» En raison de la position de Madame Wharton dans la société de Baltimore, ses amis ont d'abord fait de gros efforts pour garder tout soupçon sous silence. Ils redoutaient que des rumeurs incontrôlées n'endommagent inutilement sa réputation. La succession de décès, bien que troublante pour certains, fut expliquée comme une malheureuse série de coïncidences qui avait frappé une famille respectable. En juin 1871, Elizabeth se prépara pour un voyage en Europe qu'elle attendait depuis longtemps. Elle la devait embarquer à New York le 12 juillet et organisa son départ de Baltimore le soir du Dix. Avant de partir, elle comptait recevoir des invités. Parmi eux figurait le général William Scott Ketchum, officier de l'armée à la retraite, qui avait servi avec son défunt mari et resté un vieil ami de la famille. Il avait travaillé au département de l'intendance de l'armée et était veuf avec 2 enfants. Cependant, sa visite n'était pas purement sociale. Il avait prêté $2600 à Madame Wharton et était venu à Baltimore. Il voulait demander le remboursement avant son départ. Le soir du 23 juin 1871, le général Ketchum est arrivé chez Madame Wharton à Hamilton Place. La maison était animée avec d'autres invités. Tout allait bien jusqu'à ce que le général tombe soudainement malade après avoir bu une bière que Madame Wharton disait avoir mélangée à une tisane digestive. L'état du général Ketchum était si grave qu'il ne pouvait quitter la maison. Le lendemain, Monsieur Eugène Van Ness est venu rendre visite à Madame Wharton. C'était un ami de confiance et aussi son conseiller financier. Il tenait toute sa comptabilité et travaillait pour la prestigieuse société Alexandre Brown et Fils. Il était très habile à gérer ses finances compliquées et tenait même 2 jeux de registre, l'un pour ses écritures officielles et l'autre pour ses transactions financières
plus douteuses. Ce soir-là, Monsieur Van Ness tomba aussi malade et dut rester chez Madame Wharton. Des médecins furent vite appelés. Le docteur P. C. Williams soigna le général Ketchum et le docteur Chu Monsieur Van Ness. Aucun des deux hommes ne semblait s'améliorer, mais il était évident pour tout le monde que l'état du général Ketchum empirait de façon constante. Le 28 juin seulement, 5 jours après être tombé malade, le général William Scott Ketchum mourut. Avant de succomber, il aurait déclaré à ceux qui étaient à son chevet que Madame Wharton l'avait empoisonné. À l'époque, beaucoup ont rejeté cela comme les divagations d'un mourant, mais un autre décès dans la maison n'a fait qu'attiser davantage les soupçons au sein de la société de Baltimore. Les soupçons se sont intensifiés lorsque Madame Van Ness est arrivée pour s'occuper de son mari. Elle s'est méfiée du lait punch préparé par Madame Wharton et, à une occasion, elle l'a jeté et n'a pas permis à son mari d'en boire. Compte tenu de l'étrange coïncidence de deux hommes tombant gravement malades dans la même maison dans des circonstances presque identiques, les autorités ne pouvaient plus ignorer les inquiétudes croissantes. Le corps du général Ketchum a été transporté à Washington et le docteur P. C. Williams, qui l'avait soigné, a parlé au maréchal de police Brace, un parent du défunt, de la manière dont le général était décédé. Le maréchal de police Brace a alors ordonné qu'une autopsie soit pratiquée. Le professeur William Aitken a pratiqué l'autopsie ainsi qu'un examen chimique. Ses conclusions étaient accablantes. L'analyse chimique a révélé la présence d'environ 15 grains de tartre hermétique. Les enquêteurs ont vite retrouvé l'origine du poison avec méthode. Madame Wharton avait acheté 60 grains de tartre émétique chez un pharmacien local le 21 juin, 2 jours avant l'arrivée du général Ketchum chez elle. Avec les preuves qui s'accumulaient, la police a décidé de l'interroger. Elle a expliqué aux agents que la substance servait à préparer un cataplasme à la moutarde pour ses maux. Une réponse qui a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolu, surtout compte tenu de la grande quantité qu'elle avait achetée et du fait que les deux hommes ont été empoisonnés quelques jours plus tard. Les enquêteurs ont également découvert sa situation financière préoccupante. Le gilet du général Ketchum qui contenait un billet à ordre prouvant la dette de 2600 $ de Madame Wharton envers lui a mystérieusement disparu puis réapparu plus tard dans des circonstances obscures. Mais il est à noter que le billet à ordre n'y était pas. Madame Wharton a affirmé que la dette avait été remboursée et que le billet avait été détruit. Elle a aussi précisé que le général possédait 4000 $ en obligations d'État à son nom, jamais retrouvés malgré de nombreuses recherches. Le 10 juillet, le maréchal Frey est arrivé à la résidence élégante de Madame Wharton sur Hamilton Place et a signifié les mandats, informant Madame Wharton, sa fille Mademoiselle Nellie Wharton et leurs 2 domestiques qu'ils étaient tous en état d'arrestation pour suspicion de meurtre. Malgré les efforts des amis influents de Madame Wharton pour obtenir sa libération sous caution, le 15 juillet, elle a été inculpée du meurtre du général William Scott Ketchum et placée en détention provisoire. D'abord soupçonnée, Nellie, la fille de Madame Wharton et ses 2 domestiques ont finalement été relâchés. Les enquêteurs ayant conclu que seule Madame Wharton avait les moyens, l'opportunité et le mobile des crimes. À mesure que l'enquête s'approfondissait sur la vie de Madame Elizabeth Wharton, sa situation financière était examinée de plus près. Bien qu'elle soit née dans le privilège, il a été révélé qu'elle vivait bien au-dessus de ses moyens avec des goûts coûteux. Elle était connue pour ses dépenses somptueuses en vêtements à la mode et pour ses réceptions élégantes, maintenant des apparences que ses ressources réelles ne pouvaient pas soutenir. Avant son mariage, son père dépensait généreusement pour elle, subvenant à tous ses besoins. Mais maintenant, en tant que veuve et avec ses 2 parents décédés, elle faisait face à un revenu limité et au défi de gérer ses affaires en grande partie seule. La comptabilité minutieuse de M. Van Ness révélait l'étendue de ses difficultés financières. Ces registres montraient 2 ensembles distincts de comptes, l'un contenant des écritures officielles pour des transactions légitimes et l'autre documentant des opérations financières plus douteuses, dressant ainsi le tableau de dettes croissantes et de mesures désespérées. L'insistance du général Ketchum pour être remboursé avant son voyage en Europe a peut-être transformé ce vieil ami de la famille en un danger qu'elle s'est sentie obligée d'éliminer. L'enquête a également fait ressurgir des éléments du passé de Madame Wharton. La veuve de son beau-frère s'est manifestée avec des accusations explosives. Elle a affirmé qu'Elizabeth avait empoisonné son mari Edwards et sa fille. Alors qu'il séjournait chez Elizabeth quelques années plus tôt, elle a allégué qu'une dette de 2500 $ avait fourni le mobile du crime.
Il avait confié ses inquiétudes à la police, mais elles furent écartées, les agents pensant qu'il s'agissait de divagations d'une femme en deuil. Même sans exhumation des corps, la suspicion envers Madame Elizabeth Wharton, réputée pour son passé sinistre, a continué de croître. Alors que les journalistes enquêtèrent sur son passé, ils ont découvert une histoire étrange de sa jeunesse, renforçant la fascination du public pour le mystère de son personnage. À l'âge de 20 ans, elle aurait invité des invités dans la maison familiale pour assister à sa cérémonie de mariage. Elle était vêtue d'une robe de mariée complète alors qu'elle attendait l'arrivée de son fiancé. Le marié n'est jamais venu et, lorsque la famille inquiète a envoyé des domestiques le chercher, il a nié connaître ce mariage. L'humiliation fut dévastatrice pour Elisabeth. Son père, croyant à un délire, envisagea sérieusement de la faire interner dans un asile. Mais avant qu'une telle mesure drastique ne soit prise, Elisabeth commença à fréquenter le Major Wharton, échappant ainsi à la fois au scandale et à la menace d'internement. L'incident fut alors relégué au rang de fantasme romantique ou de malentendu exagéré. Mais aujourd'hui, à la lumière des accusations actuelles, l'épisode fut réinterprété comme un signe précoce d'instabilité mentale, de délire ou d'une capacité à élaborer des tromperies qui se manifesteraient de façon plus dangereuse plus tard dans sa vie. À l'approche du procès, l'équipe juridique de Madame Wharton réussit à faire transférer l'affaire à Annapolis, la capitale du Maryland, affirmant que la forte médiatisation locale et les rumeurs répandues à Baltimore empêcheraient à leur cliente de bénéficier d'un procès équitable. Là-bas. Le procès commença le 4 décembre 1871 et suscita un grand intérêt public. La salle d'audience était bondée de spectateurs et les journaux de tout le pays suivaient chaque développement. Dans ce que l'on appelait le procès du siècle, l'accusation devait relever le défi de prouver une affaire fondée sur des preuves circonstancielles, car aucun témoin n'avait directement vu Madame Wharton administrer du poison à l'une ou l'autre des victimes. Le substitut du procureur de l'État, Frederick Pinckey, dirigeait l'accusation et construisait méthodiquement son dossier autour des preuves scientifiques et du schéma d'événements suspects. 89 témoins ont déposé, principalement des médecins et chimistes, dont les témoignages sont essentiels pour déterminer la cause du décès et l'origine du poison. L'État a soutenu que le général Ketchum était mort empoisonné, en citant l'analyse médico-légale du professeur Aitken, qui avait trouvé 20 grammes de tartramétique dans l'estomac de la victime. Ils ont montré que Madame Wharton avait acheté 60 grammes de poison 2 jours avant la maladie du général, et avait un mobile financier pour éliminer un créancier réclamant le remboursement de ses dettes. Et cela a été suivi par la disparition suspecte de documents financiers qui auraient prouvé ses dettes. L'équipe de la défense était dirigée par 2 avocats expérimentés, Nevitt Steele et John H. Thomas, qui ont mené une contre-attaque sophistiquée en se concentrant sur la remise en question de la fiabilité et de l'interprétation des preuves scientifiques. Ils ont soutenu que les tests chimiques réalisés par le professeur Aitken avaient été mal gérés et étaient potentiellement non concluants, et ont présenté leurs propres experts médicaux, certains de réputation nationale, qui ont proposé des explications alternatives à la mort du général Ketchum. Le procès, marqué par des témoignages médicaux intenses, est devenu fastidieux et l'intérêt du public a diminué à mesure qu'il durait. Le procès a été ajourné après le décès soudain de l'épouse d'un juré, Stephen Beard. Il avait également assisté au décès de sa mère plus tôt, au cours de la procédure. Par respect et pour préserver l'intégrité, l'ensemble du jury a été escorté aux funérailles sous la supervision du shérif. Lorsque la procédure a repris, les témoins experts présentés par la défense ont suggéré que les symptômes et le décès pouvaient être dus à une méningite spinale plutôt qu'à un empoisonnement. Pour rendre leurs arguments techniques plus compréhensibles pour le jury, ils ont présenté un modèle détaillé de l'estomac du général Ketchum, ce qui a permis aux témoins médicaux de fournir des explications visuelles vivantes de leurs théories alternatives sur la façon dont le général était décédé. Même si le jury a pu peiner à comprendre les subtilités de la chimie médico-légale et des témoignages médicaux contradictoires, il était clair qu'il avait été influencé par l'incertitude introduite par la défense dans l'affaire. Ils avaient soutenu qu'il n'y avait aucune preuve directe, plaçant le poison entre les mains de Madame Wharton ou la montrant en train de l'administrer à la victime. Ils ont soutenu que le mobile était à la fois peu convaincant et spéculatif. Pourquoi, demanda la défense, une femme d'un tel rang risquerait-elle sa réputation, sa liberté et l'avenir de sa fille pour une dette de $2600 ?
S'agissait-il vraiment de l'acte calculé d'une meurtrière de sang-froid, ou assistait-il à la persécution d'une veuve innocente dont le seul tort était une malchance exceptionnelle? Le procès dura 43 jours et, le 24 janvier 1872, le moment arriva enfin où le dernier témoin, un homme nommé Monsieur Thomas Cole, fut appelé à témoigner en faveur de Madame Wharton. Il attesta de sa bonne moralité et réputation, des qualités opposées à toute suggestion de comportement criminel. Lorsqu'il quitta la barre des témoins, une profonde émotion sembla envahir la salle d'audience. Les spectateurs restèrent silencieux, tandis que Madame Wharton demeurait impassible, les mains serrées sur ses genoux. La défense avait dit tout ce qu'elle pouvait. Les plaidoiries finales suivirent. D'abord l'accusation, axée sur les preuves circonstancielles, puis la défense, soulignant calmement l'absence de preuves. Le juge, dans ses remarques finales, rappela au jury son devoir de peser les preuves équitablement et de ne condamner que si la culpabilité était prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Après une nuit de délibération tendue, le jury revint avec son verdict. La salle d'audience était complètement silencieuse lorsque le président du jury se leva et annonça qu'ils avaient déclaré l'accusée, Madame Elizabeth Wharton, non coupable. L'acquittement provoqua une onde de choc dans la salle d'audience et dans tout le Maryland. Cela divisa l'opinion publique entre ceux estimant que justice avait été faite et ceux pensant qu'une meurtrière avait échappé à la punition. L'épreuve judiciaire de Madame Wharton n'était pas terminée. L'accusation, non découragée par le premier verdict, l'inculpa rapidement pour tentative de meurtre sur Monsieur Eugène Van Ness et la libéra sous caution de $5 000. Ce second procès fut plusieurs fois reporté avant de se tenir en janvier 1873. La procédure s'est éternisée pendant un mois entier, mais elle manquait de l'intensité dramatique et de la fascination du public qu'avait suscité la première affaire. Les preuves chimiques et circonstancielles accusaient Madame Wharton, mais l'accusation de tentative de meurtre semblait moins convaincante pour le public et la justice. Le jury, après avoir entendu toutes les preuves, s'est retiré pour délibérer, mais a eu du mal à trouver une décision unanime. Après 3 jours, ils ont déclaré être dans une impasse, sans accord sur la culpabilité ou l'innocence. Face à un jury sans verdict, le juge a déclaré un procès nul. En avril 1873, il a été décidé de reporter l'affaire indéfiniment, sans toutefois l'abandonner complètement. Concrètement, cela signifiait qu'Elizabeth Wharton ne serait jamais rejugée, la laissant dans un vide juridique qui n'était ni une totale réhabilitation, ni une condamnation définitive. Bien qu'elle n'ait pas été reconnue coupable, Elizabeth découvrit que le tribunal de l'opinion publique rendait un jugement bien plus sévère et durable. La presse la surnomma la Borgia de Baltimore, un surnom qui lui valut l'exil social. Des cercles même sur lesquels elle avait autrefois régné en maîtresse, d'anciens amis, que ce soit par véritable soupçon ou par simple instinct de préservation sociale, prirent leur distance, et les cercles de bienfaisance où elle évoluait auparavant avec tant de grâce lui fermèrent désormais leurs portes de façon définitive. Sa situation financière, déjà difficile avant les procès, devint encore plus désespérée. Les frais juridiques et l'argent de l'assurance qu'elle avait touché après la mort de son mari et de son fils, qui lui avait autrefois semblé constituer un coussin financier, avaient été engloutis par son train de vie extravagant. Elizabeth Wharton était-elle une femme incomprise, accablée de tragédies et victime de préjugés sociaux et de preuves circonstancielles? Ou était-elle une empoisonneuse calculatrice qui s'est habilement cachée derrière des rideaux de dentelle, des sourires polis et les présomptions protectrices de sa classe sociale? Elle en a payé le prix, mais cela est allé bien au-delà de toute sanction légale formelle, condamnée à vivre le reste de sa vie sous un nuage de suspicion. Son affaire nous rappelle que derrière les portes les plus majestueuses, les secrets les plus choquants peuvent se cacher et que parfois, les mystères les plus fascinants sont ceux qui restent à jamais non résolus. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.